Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le préalable de l'approche pluridisciplinaire. Le concept de risques psychosociaux au travail n'est pas encore tout à fait familier à la discipline juridique. Cela met en lumière une certaine lacune du droit, et surtout du droit social, au regard de la manière dont ce phénomène concernant le milieu de travail est traité par d'autres disciplines. Pour une approche juridique appropriée en matière de risques psychosociaux et leur confrontation au droit des pays de l'Europe du Sud, une étude préalable de ce concept dans des disciplines autres que le droit est une étape essentielle. Il était important de comprendre le phénomène des risques psychosociaux au travail et les éléments qui le composent afin de dégager de cette approche disciplinaire des questionnements en termes juridiques. Autrement dit, la science a avancé sur la question des risques psychosociaux au travail, notamment concernant leur existence, leur importance et leurs effets sur la santé des travailleurs. Le rôle du droit est de traduire ces acquisitions en langage juridique. La santé mentale est en première ligne des troubles psychologiques résultant de la survenance des risques psychosociaux. Pour saisir les modes de fonctionnement de ce phénomène pour ensuite tenter de le saisir juridiquement, la psychologie du travail, l'ergonomie et la sociologie apporteront l'éclairage nécessaire. Risques psychosociaux, le point de vue psychologique. Pascal Molinier, Conservatoire national des arts et métiers, chaire psychanalyse, santé, travail. La loi de modernisation sociale contient une conception élargie de la santé, physique et mentale. Aujourd'hui, le Code du travail impose aux chefs d'établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans ce contexte, la notion de risque psychosocial en vient à occuper de plus en plus le devant de la scène avec une acuité particulière en France, du fait de la médiatisation de la vague de suicides parmi les cadres salariés de grandes entreprises, DF, Renault, Peugeot, Sodexo, EDF. La notion de risque psychosocial s'inscrit dans un mouvement de légitimation où les enjeux en termes de santé deviennent aussi des enjeux économiques pour les entreprises. Absentéisme, inaptitude, niveau de qualité défaillant, accidents du travail, etc. Des enjeux de santé publique et des enjeux de société. L'ANACT s'est récemment positionné comme l'un des acteurs de la concertation paritaire autour du risque psychosocial. Parmi les risques psychosociaux, les auteurs de Prévenir le stress et les risques psychosociaux classent le stress, les violences, les harcèlements, les addictions au travail et la souffrance dans le travail, Salaire et al., 2007. Formulée en termes de risque, explicitement une notion juridique et assurantielle, la notion de risque psychosocial recouvre donc des concepts de la psychologie, stress, souffrance, harcèlement. Et au moins l'un d'entre eux, le concept de souffrance, appartient à un courant, celui de la psychodynamique du travail, plus français qu'européen. Il y a donc dans la définition de l'ANACT un parti pris local versus international. Ceci suggère que cette notion est plutôt pragmatique que scientifique. Il s'agit de rassembler dans tous les sens du terme, des acteurs, des préoccupations, des courants théoriques. Cette volonté de rassemblement est très clairement manifestée par les auteurs de Prévenir le stress et les risques psychosociaux, lorsqu'ils justifient la place de la souffrance dans leur liste car on ne pourrait ignorer la demande sociale qui s'exprime en ces termes et en référence aux travaux de 2 jours. Il apparaît aussi qu'un certain nombre de connaissances construites dans le champ de la psychodynamique du travail sont passées dans le domaine de l'expertise. Les praticiens s'en servent, en particulier l'importance accordée au collectif dans la construction de la santé et le rôle de la reconnaissance du travail. Aujourd'hui, il semble que ce qui fait consensus dans la définition du risque psychosocial est qu'on ne peut l'appréhender dans une logique de type cause-effet, mais qu'il faille mettre en œuvre une logique systémique en termes de facteurs. Différents facteurs de risque psychosocial interagissent et la présence des facteurs en cause n'entraîne pas de facto la survenue de l'effet. Pour aborder la complexité des processus, l'ANACT parle aussi de tensions mal régulées, impossibles à supprimer, mais qu'on cherchera à mieux réguler pour préserver à la fois la santé des salariés et la performance des entreprises. La pluridisciplinarité est donc convoquée, associant approche qualitative et quantitative. La liste de l'ANACT intègre explicitement la différence théorique entre stress et souffrance dans le travail, c'est-à-dire entre 2 approches dont on tend à penser qu'elles sont en toutes circonstances antinomiques.
Nous voudrions préciser dans ces lignes, outre une rapide présentation des concepts de stress et de souffrance, où passe la ligne de partage théorique et praxique entre les deux, mais aussi dans quelle mesure il est possible de faire dialoguer certaines approches du stress, pas toutes, avec la psychodynamique du travail. Nous verrons aussi que ces deux approches ne couvrent pas l'ensemble des problèmes soulevés par les risques psychosociaux dans le champ de la psychologie, ou plus exactement, dans celui de la psychopathologie. 1. Une politique des risques psychosociaux. Les concepts sont le terrain d'une bataille qui n'est pas seulement scientifique, mais également idéologique et politique. C'est évidemment le cas en ce qui concerne les concepts qui permettent de penser les relations entre santé mentale et travail, dans la mesure où les connaissances qui sont construites dans ce champ sont supposées avoir des traductions en termes de prévention des risques, reconnaissance des préjudices causés par le travail et réparation, c'est-à-dire un coût économique et social pour les entreprises ou pour l'État. Si l'on s'en tient aux textes susceptibles d'avoir un impact politique, et en admettant que c'est bien sur ce terrain que se développe la notion de risque psychosocial, deux textes récents contiennent la notion de risques psychosociaux dans leur titre. Il s'agit du livre de l'ANACT, déjà cité, Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail, de Benjamin Salaire en collaboration avec Michel Berthet, Philippe Douillet, Isabelle Méry-Cheret et du rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, de Philippe Nass et Patrick Légeron, remis à Xavier Bertrand, alors ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité le 12 mars 2008. On notera que le premier additionne le stress aux facteurs psychosociaux. Quand on sait que le stress est pourtant censé être l'un d'entre eux, cette mise en exergue suggère que le stress occupe au sein des risques psychosociaux une place particulière. C'est précisément le point de vue défendu par le rapport de Nass et Légeron qui, sous couvert de parler de risques psychosociaux, ne parle que du stress, qu'il qualifie de premier risque psychosocial. Les addictions sont jugées hors sujet. Les harcèlements et les violences, les secondes ne figurant d'ailleurs que dans l'intertitre, feraient déjà l'objet d'un consensus d'approche et à ce titre n'auraient pas lieu d'être abordés dans leur rapport. Le rapport ne fait aucune mention à la souffrance, mais précise en annexe que C2Jour n'a pas répondu à la demande d'audition. Au-delà de ces points communs apparents, la démarche de l'ANACT est très différente de celle du rapport Nass et Légeron. S'ils sont tous adeptes de la recherche du consensus social et de la convergence santé-performance, les moyens pour y parvenir sont différents. Même s'ils accordent un privilège de surface au stress, les auteurs du livre de l'ANACT, comme nous l'avons déjà mentionné, tendent à ne pas réduire la complexité du débat en prenant en compte l'ensemble des positions qui existent en France. On est libre de penser que cela ressemble à une auberge espagnole. Mais du moins chacun s'y trouve-t-il représenté. Il a été reproché au rapport Nass et Légeron de chercher à liquider la complexité en faisant table rase des recherches déjà existantes en France, jugées riches, mais comprenant trop d'indicateurs spécifiques et de ce fait quasiment inutilisables, le lecteur étant prié de croire les experts sur parole puisqu'aucun résultat des recherches existantes n'est cité dans le rapport, qui mentionne néanmoins une bonne dizaine d'enquêtes quantitatives. Les auteurs s'en justifient. Du fait même de sa grande richesse, l'information ainsi rassemblée n'est pas réductible à quelques données simples qui constitueraient la poignée des indicateurs recherchés. Aussi, s'informer sur l'état des risques et la situation des troubles psychosociaux implique, dans la réalité, de prendre une connaissance critique d'un vaste volume d'informations, ce qui relève plus d'une activité de recherche que de la simple démarche relevant de l'identification, la quantification et le suivi qui nous était demandé. En effet, l'information disponible a été le plus souvent collectée à l'initiative de chercheurs engagés dans une démarche de vérification empirique d'un schéma théorique postulé. Par rapport au schéma positiviste du d'abord observer, ensuite expliquer, et enfin agir, nous sommes face à un rassemblement d'informations où l'explication a plus souvent guidé l'observation que l'inverse. Ainsi, ces enquêtes sont fréquemment ciblées sur une population particulière ou sur un questionnement spécifique. Les questionnaires s'inspirent souvent des questionnaires internationalement validés mais sans leur coïncider complètement, ce qui ne permet pas toujours de leur appliquer les méthodes éprouvées de cotation. Enfin, parce que les recherches portant sur les aspects médicaux de la santé mentale et les aspects sociaux de la santé mentale au travail sont rarement menées par les mêmes personnes,
c'est dans des enquêtes distinctes que sont approchés ces deux aspects. Dès lors, le rapprochement entre la mesure de l'état de santé psychique de la personne enquêtée et celle de son risque psychosocial n'est pas possible faute d'avoir rassemblé dans une même enquête les questions visant à mesurer ces deux composantes. Les auteurs préconisent de construire des indicateurs synthétiques, dont tout le monde, même eux, reconnaît qu'ils ne servent à rien pour l'action. Ce ne serait pas la première fois que des décideurs politiques et leurs conseillers seraient à la recherche d'un indicateur unique, d'un indicateur magique. Toutefois, il n'est pas sans intérêt d'envisager des enquêtes qui permettraient de rapprocher les aspects médicaux et sociaux de la santé mentale, comme le préconise aussi le rapport, et tout laisse à penser, du principe de plaisir au principe de réalité, que c'est bien dans ce sens que vont s'orienter les recherches en épidémiologie de la santé dans les années qui viennent. 2. Le stress, une notion fourre-tout ou un concept scientifique? Le stress est reconnu au niveau européen comme un facteur de risque d'accident du travail et de maladies professionnelles, confère l'accord européen du 8 octobre 2004. C'est le concept qui a atteint le plus haut niveau de légitimité, à un niveau international. Or le stress recouvre des contenus divers. Le stress est un mot qui est passé dans le sens commun pour désigner un état de tension, de nervosité, d'angoisse liée à des causes actuelles et exogènes, versus des causes liées à l'histoire du sujet, endogènes. On est stressé par un déménagement, par une situation professionnelle ou par sa belle-mère. Le stress, c'est donc pour le sens commun quelque chose qui est éprouvé, de l'ordre d'un vécu, et qui peut faire l'objet d'une autodéclaration, d'une auto-perception. Je me sens stressé. En tant que vocable, le terme de stress est beaucoup moins chargé émotionnellement que le terme de souffrance, nous y reviendrons. Comme le souligne Philippe Davzy. Du côté du personnel ou de ses représentants, le terme est suffisamment englobant pour permettre de poser un problème, voire de porter une accusation, sans s'avancer sur son contenu. En disant stress, on dit tout, depuis la mondialisation jusqu'aux troubles du sommeil. Une expression d'une telle généralité est difficile à contredire. Mais le stress présente aussi, du point de vue de la direction, un double avantage. Tout d'abord, en disant trop, le terme s'expose à ne dire à peu près rien. Son potentiel de déstabilisation est donc très limité. D'autre part, dans la mesure où il est associé à des contenus scientifiques dont aucun des interlocuteurs dans l'entreprise ne possède la maîtrise, il permet d'orienter l'action du côté de l'élucidation savante et surtout de l'évaluation quantitative. Davzy, 2001. Sur le plan scientifique, le stress initialement désigne avant tout un état physiologique, un mécanisme d'adaptation biologique, Hans Schelier dès 1936. Cependant, la définition la plus consensuelle actuellement est la définition psychosociale de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, selon laquelle un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Bien que le processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique. Il affecte également la santé physique, le bien-être et la productivité de la personne qui y est soumise. Selon la Commission européenne, on peut définir le stress lié au travail comme un état fait de réactions émotionnelles, cognitives, comportementales et physiologiques aux aspects négatifs et nocifs de la nature du travail, de son organisation et de son environnement. Cet état est caractérisé par des degrés élevés d'éveil et de souffrance, et souvent par le sentiment de ne pas s'en sortir. Notons que le manuel d'orientation sur le stress au travail de la Commission a pour sous-titre « Piment de la vie ou coup fatal ?» Piment de la vie fait référence au stress positif. Dans cette perspective, le bon stress permet à l'individu de réagir rapidement soit par la confrontation, soit par la fuite. Le bon stress participe à la performance de l'individu au service de l'entreprise. C'est le paradigme du fight or flight. On est en droit d'être dubitatif devant le bon stress. Il y a tout lieu de l'être quand on prétend que cette réaction serait la même pour l'homme des cavernes face au grizzly, et pour l'employé lambda confronté aux contraintes de l'organisation du travail. Cette continuité entre une préhistoire fantasmée et un présent bien réel, ou entre la situation du sportif de haut niveau et celle du travailleur ordinaire,
est en effet souvent invoqué comme une véritable arme idéologique pour exalter les vertus du bon stress et minimiser le stress, au sens trivial, ou la souffrance dans les organisations. Il n'est pas toujours aisé de distinguer les usages idéologiques du stress de ses usages scientifiques. Lorsqu'on a le sentiment de maîtriser la situation, le stress devient le piment de la vie, un défi et non une menace. En revanche, quand on n'a pas ce sentiment crucial de maîtrise, le stress peut être synonyme de crise. L'état de stress potentiellement pathogène naît ainsi d'un déséquilibre. Au final, les individus sont en proie au stress lorsqu'ils éprouvent une inadéquation entre les contraintes qui leur sont imposées et les ressources personnelles et environnementales dont ils disposent pour faire face à ces contraintes. Le stress en soi n'est pas une maladie mais peut déclencher ou favoriser le déclenchement de certaines maladies dont les plus documentées sont l'hypertension, l'accident vasculaire cérébral et la dépression. Le stress participe aussi d'une certaine usure de l'organisme. Une personne stressée a une certaine propension à mourir plutôt qu'une autre. L'effet du stress est augmenté par le fait de vivre et travailler dans des conditions socio-économiques défavorisées. Il est atténué par la présence d'un soutien social important dans et hors travail. L'un des modèles les plus éprouvés concernant les effets sur la santé du stress au travail est le modèle de Karasek, 1979. Les études épidémiologiques montrent que ce sont les ouvriers qui ont le score le plus élevé en termes de job strain, c'est-à-dire qu'ils cumulent une faible latitude décisionnelle avec une forte demande psychologique, ce qui est considéré comme une situation à risque pour la santé. La latitude décisionnelle comprend la prise de décision, la liberté d'organisation, les marges de manœuvre, la diversité des tâches, l'utilisation des compétences, le développement des connaissances et compétences, la créativité. La demande psychologique comprend la rapidité, l'intensité, le manque de temps, la quantité d'ordres contradictoires, la concentration, le morcellement des tâches, l'imprévisibilité, la dépendance vis-à-vis des autres. On mesure donc un facteur de risque, le job strain, et on le met en corrélation avec l'état de santé des gens. La mesure devient probante quand on peut mettre en évidence des corrélations statistiques sur des cohortes, c'est-à-dire sur des grands échantillons de personnes. La méthode, qui a une validité épidémiologique certaine, ne peut permettre d'intervenir sur de petits échantillons de personnes. La clinique en médecine du travail confirme que le stress affecte la santé. Cependant, la nature des manifestations qui en découlent dépend aussi en partie de facteurs génétiques et en partie d'autres influences de l'environnement. Ou en d'autres termes, nous ne tombons pas tous malades de la même façon. Certains feront une poussée de tension, d'autres un ulcère, d'autres une crise cardiaque, d'autres une dépression, d'autres rien du tout. Le stress ne peut donc être une cause directe et immédiate, établie de manière claire et inconditionnelle. La cause ne peut être que favorisante ou précipitante. Un arrêt de la Cour de cassation a d'ailleurs admis que la loi de 1993 n'exigeait pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie, pour que son rôle soit néanmoins reconnu, Maï-Germain, 2002. Il est relativement admis que le stress au travail est un facteur de risque dans des maladies multifactorielles, dès lors que le travail a été une cause nécessaire, quand bien même elle ne serait pas l'unique cause. Ceci est très important dans le débat sur les suicides liés au travail. Le problème est qu'il existe beaucoup de situations où, devant une pathologie, par exemple cardiaque, préexistante à la situation de travail, il est très difficile de montrer que la dégradation des conditions de travail a pu jouer un rôle aggravant. Dans une batterie d'indicateurs sur les risques psychosociaux, on prendra en considération certaines dimensions de l'activité dont la nocivité est déjà prouvée, par exemple les horaires postés, l'intensification du travail ou la sous-charge de travail confère la placardisation. Mais on sait par ailleurs que certaines dimensions, bien qu'elles soient reconnues comme source de stress, l'investissement affectif dans l'enseignement, les soins, le travail social par exemple, ne se mesurent pas facilement. Tout comme il est difficile de mesurer l'effet du cumul des contraintes, par exemple, devoir répondre à la demande du client tout en respectant des délais serrés, subir des contrôles fréquents de la hiérarchie, devoir abandonner sa tâche pour une autre, dépendre du rythme de travail des collègues, ce qui est ordinaire dans le travail de service. Il est bien sûr possible d'approcher quantitativement ce type de contraintes, mais les approches qualitatives plus fines demeurent néanmoins nécessaires, non seulement pour atteindre ce qui du sens du travail résiste aux approches par questionnaire fermé,
mais aussi pour orienter ceux-ci dans l'avenir. Les approches épidémiologiques ne permettent tout simplement pas d'imaginer les transformations dans les contraintes imposées par les nouvelles organisations du travail, et sont plus largement tributaires des avancées réalisées par d'autres disciplines. Par exemple, envisager pour l'avenir de croiser des données sur la conciliation travail-vie personnelle, le genre et la santé mentale, est une idée qui provient des études sur le genre et sur l'inégalité homme-femme vis-à-vis de la double tâche. Si, comme nous le verrons plus loin, les dispositifs de gestion du stress et ceux de la psychodynamique du travail sont foncièrement divergents, en revanche, en ce qui concerne la production de connaissances sur les relations entre la santé mentale et le travail, les approches épidémiologiques du stress et les approches psychodynamiques de la souffrance ne s'excluent pas l'une l'autre, mais elles se complètent ou s'informent mutuellement. Derjenik, Vézina 2001. 3. La souffrance, un concept critique. Le concept de souffrance appartient au corpus théorique de la psychodynamique du travail. Celle-ci, soulignons-le, n'est pas d'un maniement facile sur le plan stratégico-politique. D'abord parce qu'elle n'est pas européenne, mais française. Il en résulte que la souffrance ne fait pas partie des critères qui autorisent les comparaisons internationales. Ensuite, la psychodynamique du travail ne mesure rien de quantitatif. Or, le politique et l'économique aiment les ordres de grandeur. Enfin, la psychodynamique du travail n'a pas vocation à être consensuelle, mais s'inscrit dans les sciences critiques de la société. Dans cette perspective, elle ne préconise pas des solutions en dehors des individus, mais essaie plutôt de mettre en place des recherches-actions pour permettre aux acteurs d'agir par eux-mêmes en faveur de la préservation de leur santé. Dessort, 2009. Le niveau d'analyse de la psychodynamique du travail n'est pas celui des grandes cohortes, mais des collectifs de travail. Se référant à l'anthropologie freudienne, la psychodynamique du travail organise sa théorie autour d'un terme qui n'euphémise pas la place des affects dans le travail, la souffrance. Dire qu'on souffre, c'est trahir une faiblesse, une vulnérabilité. Toutefois, cette vulnérabilité n'est pas le fait de personnes fragiles, qui seraient par exemple les femmes, les enfants, les vieillards ou les malades mentaux. Il s'agit d'une vulnérabilité générique qui concerne l'ensemble des êtres humains, y compris ceux qui sont réputés forts. La souffrance, dans cette perspective, fait partie de la normalité. Le modèle de l'être humain de la psychodynamique du travail s'écarte ainsi des modèles classiques qui donnent la primauté à l'individu, la cognition et l'autonomie, pour privilégier la relation, l'affectivité et la dépendance à autrui. Toutefois, les individus, dans cette perspective dynamique, ne se contentent pas de subir ce qui leur arrive, ils sont actifs et construisent des défenses en vue de préserver leur santé mentale. Ce point est tout à fait fondamental pour établir une ligne de partage entre une vision victimologique des risques psychosociaux, une vision en termes de harcèlement par exemple, et une vision psychodynamique. Ainsi, le concept de souffrance est au centre d'un dispositif théorique qui récuse les oppositions binaires fort-faibles, bourreau-victime, et s'efforce de saisir les processus à l'œuvre dans une approche qui n'en abrace pas les ambiguïtés ou l'instabilité à travers le temps. Les positions peuvent évoluer et aussi bien s'inverser, en les resituant dans un contexte où le travail n'est pas la trame d'un décor mais l'objet même des drames qui s'y nouent. La souffrance est un vécu. La souffrance ne s'objective pas, elle ne se voit pas. Le concept de souffrance appartient au registre de l'expérience et son mode de connaissance est indissociable de l'expérience. Il faut avoir fait soi-même l'expérience de la souffrance pour avoir une idée de ce que souffrir veut dire. Mais cette expérience est aisément accessible, puisqu'elle concerne chacun. On pourrait prendre comme parallèle le rêve. Nous croyons que l'autre rêve parce que nous avons fait nous-mêmes l'expérience du rêve, pourtant les rêves sont invisibles. La souffrance appartient donc à un paradigme qui n'est pas celui des sciences empirico-déductives, des sciences expérimentales, mais celui des sciences dites compréhensives ou encore herméneutiques, les sciences de l'interprétation. Dire de la souffrance qu'elle est un vécu, c'est dire aussi qu'elle n'est pas une pensée, encore moins une idée, même si cette expérience peut secondairement se mettre en mots. La souffrance est d'abord éprouvée par un corps, senti, ressenti. Le corps dont il est question n'est pas le corps physiologique, le corps neuro-hormonal du stress, mais le corps au sens phénoménologique du terme, on dira selon les courants théoriques, le corps vécu, le corps sensible, le corps érotique ou encore la corporéité.
C'est-à-dire le corps qui éprouve, qui sent, qui s'excite, qui se glace de d'effroi, le corps de la terreur et de la pitié, le corps du dégoût, de la répulsion ou du désir. Le corps dans la théorie du stress est strictement physiologique. L'idée de corps vécu est étrangère aux théories du stress. Pourquoi cela fait-il une différence ? Parce que la corporéité est le produit de notre histoire singulière. De Jour, Molinier, 1994. Pour le comprendre, il convient d'esquisser ce que sont les destins de la souffrance. Celle-ci est héritière des impasses de la relation avec nos parents et ou celles qui ont pris soin de nous quand nous étions enfants. Des adultes que nous avons diversement ressentis comme indifférents, froids, ailleurs, ou trop aimants voire dévorants. Autant d'expériences différentes que d'existences différentes, chacun avec sa singularité. Nous n'avons pas tous la même sensibilité aux événements, certains supportent mieux certaines situations que d'autres, mais toutes ces modalités de la sensibilité au monde sont héritées pour partie de notre histoire infantile. Parfois nous arrivons à comprendre ce qui nous arrive, mais pas toujours ou pas tout de suite et jamais complètement. Et pourtant, nous ne cessons de chercher à comprendre ce qui nous fait souffrir. Nous ne nous en rendons pas forcément compte, d'autant que pour ce faire nous utilisons plus souvent des médiations concrètes que l'introspection. Cela commence dès l'enfance, où le jeu est la première forme sous laquelle l'être humain tente de comprendre ce qui ne va pas, de l'élaborer, de le transformer, de lui donner du sens, confère le fameux jeu de la bobine chez Freud. Puis à l'âge adulte, c'est le travail qui donne sens à la souffrance, qui va permettre de rejouer des questions personnelles, souvent inconscientes, sur une autre scène et avec d'autres partenaires que les parents ou les êtres chers. Quand le travail permet ce processus de transformation de la souffrance, on dit qu'il y a résonance symbolique entre le travail et l'histoire personnelle du sujet, celui-ci n'est pas obligé de la laisser au vestiaire. Mais il y a plus, c'est cette histoire qui est mise au travail qui travaille. Ce qui permet d'affirmer que la souffrance est créatrice et signifie tout autre chose que le bon stress, comme réponse secondaire, adaptative à une stimulation, un défi. La souffrance est plutôt comme une énigme, l'énigme que je suis pour moi-même et que je vais essayer de dépasser, déplacer. Comment ? En faisant des choses qui ont un impact sur le monde. En transformant le monde, c'est moi aussi que je transforme. Prenons l'exemple d'un petit garçon qui aurait passé ses dimanches dans le garage avec son père à réparer la voiture. Il a grandi, son père a vieilli. Oui, mais il est devenu mécanicien. Alors, dans l'exercice de son métier, il retrouve le plaisir perdu. La souffrance, c'est aussi la perte, le manque de ce qui a été. Mais qu'on transforme ces conditions de travail, qu'on remplace par exemple certaines pièces des véhicules par des pièces qui en cas de panne ne se réparent pas mais se changent, et c'est toute l'économie psychique qui risque d'être mise en péril, Molinier 2003. Il est probable que quelqu'un dont l'histoire singulière ne résonne pas avec la mécanique, s'adaptera mieux à la standardisation des pièces. Mais on voit bien comment celui qui avait été bien recruté, sur sa passion de la mécanique, il y a 20 ans se trouve en grande difficulté psychologique dans une situation marquée par la déqualification de son travail. Nous l'avons dit, la tendance actuelle est à la recherche du consensus entre santé et performance. Cet exemple montre cependant que la convergence entre les critères de performance et de santé n'est franchement pas évidente. La souffrance issue de l'histoire singulière est donc aussi ce qui donne la motivation et l'inspiration dans le travail. Il en résulte que la subjectivité dans le travail ne doit pas seulement être considérée comme meurtrie, ce que tend à faire le raisonnement en facteurs psychosociaux. La mobilisation de la subjectivité dans le travail n'est pas seulement un risque, c'est aussi une chance, une opportunité pour éprouver du plaisir, s'estimer soi-même. Une chance dont sont privés ceux qui exercent des activités où l'initiative est sans cesse bridée. Aussi longtemps que le travail fait sens pour les gens, quand bien même il y aurait des désagréments, et il y en a toujours, la souffrance n'est pas pathogène. Les gens la tolèrent, ils s'en défendent comme ils peuvent mais de façon suffisamment efficace pour ne pas tomber malade. Le travail n'est jamais neutre vis-à-vis de la santé mentale, soit il contribue à la construire, soit il contribue à la déstabiliser. Depuis 1946, l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La psychodynamique du travail propose une autre définition des rapports entre la santé et la maladie.
La santé, comme l'a bien montré Canguilhem, n'est jamais parfaite, Canguilhem, 1966. Mais dans la santé concrète, les douleurs, les maladies, les défaillances, bien qu'elles ne soient pas totalement absentes, sont palliées grâce à des médiations externes. La plus importante d'entre elles, dirons-nous, c'est le care, c'est-à-dire le souci et le soin que nous portent d'autres personnes, Laugier Paperman 2005. Le nourrisson ne peut tout simplement pas se maintenir en vie sans l'aide d'autrui, mais c'est le cas aussi des adultes dits compétents, soi-disant indépendants, en réalité rarement autosuffisants pour tout. Notre santé dépend aussi de prothèses, de médications diverses. Et dans le travail, notre santé dépend en premier lieu de la qualité de la coopération défensive entre les membres d'un même collectif. Lutter contre la souffrance dans le travail, en effet, consiste aussi à trouver les moyens pour ne pas l'éprouver. Comment faire pour n'avoir pas peur de tomber ou de se blesser sur un échafaudage? Comment faire pour endurer de devoir délivrer des prestations qu'on juge de qualité médiocre? Dans les situations où les gens ne peuvent agir directement sur leur sécurité ou la qualité de leur travail, ils vont chercher à se convaincre qu'il n'y a pas de risque, et faire les fanfarons dans des situations périlleuses, ou se convaincre que les usagers de la prestation ne méritent pas mieux. Bien sûr, si le petit nouveau se met à prétendre le contraire, la perception de la réalité qui fait souffrir ne pourra plus être écartée. Aussi, les formes de défense contre la souffrance dans le travail ne sont-elles efficaces qu'à partir du moment où elles font l'objet d'une construction collective entre les membres de l'équipe. Quitte pour cela à faire taire les nouveaux, à les traiter très durement par le ricanement ou la mise au banc. Disons, pour aller vite, que certaines défenses dans le travail sont indispensables à la préservation de la santé mentale mais souvent néfastes à la délibération sur les risques du travail, puisque de ce qui fait souffrir, il ne faudrait pas en parler, y penser. Les stratégies collectives de défense agissent dans le registre d'une maîtrise symbolique des risques du métier. Différentes conduites s'agencent entre elles en un système dont la fonction est d'opposer un déni de perception aux dimensions potentiellement pathogènes de l'activité. Dans les activités masculines, la référence au courage viril permet d'entretenir collectivement un rapport subjectif de bravade vis-à-vis du danger, tout en interdisant l'expression de la peur. Celui qui dit qu'il a peur n'est pas reconnu comme un homme par les autres hommes. La virilité permet également de sublimer le caractère indigne ou dégradant de certaines activités, par exemple l'usure prématurée des corps par l'effort physique, ou de transformer l'insensibilité en force d'âme. Dans tous les cas, la virilité s'oppose à l'expression de la vulnérabilité. Dans les métiers féminisés du care, à l'inverse, l'expression de la vulnérabilité n'est pas proscrite, mais elle est médiatisée défensivement par l'humour et l'autodérision, de sorte que son expérience est difficilement audible et respectable en dehors du collectif de métier, en particulier par les décideurs virils. On voit que ces défenses impliquent, pour être analysées et déplacées, d'en passer par une approche compréhensive qui ne porte ses fruits qu'à la condition d'offrir des garanties en termes de transformation de l'organisation du travail, Dessort, 2009. Dans cette perspective, l'analyse ne porte pas sur les individus, mais sur leur vécu commun des contraintes de l'organisation du travail. Au niveau des entreprises ou des institutions, la prévention ou l'analyse des risques psychosociaux implique des méthodologies qui s'adressent au collectif de travail et non aux individus. Une écoute du collectif est mieux à même de distinguer ce qui fait sens, souffrance et défense pour tous. Et parce que ce sens a été socialisé, construit en commun durant l'investigation, il est déjà orienté vers l'action de transformation des situations, donc vers l'allègement de la souffrance et l'assouplissement des défenses. Cette perspective centrée sur le collectif est d'autant plus importante que l'on constate actuellement un affaiblissement des collectifs, donnant lieu à des pathologies de l'isolement, ou à des formes de violence entre clans, petits groupes ou individus, De Jour École, 2008. 4. De la gestion du stress à l'étiologie mixte des décompensations. Ce que l'on appelle les dispositifs de gestion du stress sont censés apprendre aux travailleurs à se relaxer, à avoir une meilleure hygiène de vie, à changer leur représentation du monde, PNL. Selon Patrick Légeron, les actions individuelles peuvent prendre la forme de programmes d'apprentissage à la gestion du stress. Les approches cognitivo-comportementales sont à cet égard très intéressantes.
Elles offrent aux individus la possibilité de développer de véritables compétences à mieux contrôler leurs réponses de stress, dans les dimensions physiques, techniques de relaxation, psychologique, réévaluation cognitive, émotionnelle, intelligence émotionnelle et comportementale, affirmation de soi. Il est aussi important d'aider les individus à mettre en place des facteurs de protection, hygiène de vie, loisirs, support social, pour augmenter leur propre résistance au stress. Légeron 2004. Imaginons le cas suivant, qui m'a été relaté par un médecin du travail. Une personne qui travaille dans la grande distribution vient le voir pour prolonger un arrêt de travail, car elle ne tient plus au travail et ne veut pas y retourner. Pourquoi ? Parce qu'on lui demande de mentir en connaissance de cause au client. Comme le commentait ce médecin, vous pouvez toujours essayer de dire à cette personne de gérer son stress, elle a un problème de souffrance éthique. Sans modification du contenu du travail, cette personne ne peut continuer à travailler, car elle se trouve en contradiction avec ses valeurs et cela la rend malade. Peu importe alors de savoir si ces valeurs lui viennent de son histoire individuelle, transmises par ses parents, sa culture d'origine, ou si elles se sont forgées dans l'exercice du travail. Une anamnèse fouillée montrerait d'ailleurs sans doute les deux. Et l'on voit aussi le cynisme qu'il y aurait à penser recruter quelqu'un qui soit adapté au poste. Un menteur. Un autre dispositif qui a le vent en poupe est celui des cellules d'écoute, où des écoutants souvent psychologues sont à disposition des travailleurs en souffrance. Nous avons vu plus haut que la subjectivité est infrangible. Ou pour le dire autrement, il n'est guère possible de dissocier, au sein de la souffrance, ce qui vient de l'histoire personnelle et ce qui vient du rapport spécifique au travail. Une écoute individuelle laissera forcément affleurer des pensées ou des sentiments qui ont à voir avec l'histoire singulière de la personne. Or la psyché est du domaine privé, l'entreprise ne doit pas y avoir accès. La sphère du travail et celle de l'écoute de la psyché doivent être étanches. La vraie difficulté, c'est que les psychothérapeutes en ville souvent ne savent pas écouter la centralité du travail, tout simplement parce qu'on ne leur apprend pas à reconnaître la part de structuration psychique qui revient au travail, ni son rôle dans l'étiologie mixte de toutes les décompensations psychiatriques. Que voulons-nous dire par étiologie mixte ? Dans Phénoménologie du travail, un texte publié en 1957, Claude Veil présentait le cas Paul. Ce bel homme de 28 ans vient confier son inquiétude, car depuis quelques semaines il est obsédé par l'idée de tuer sa femme. C'est au retour de vacances, et il avoue avoir nourri une flamme platonique pour une jeune fille rencontrée à l'hôtel. C'est aussi un polisseur en automobile, qui gagne 88 000 francs par mois et force la cadence pour s'acheter une Aronde. Il reçoit 3 prescriptions, vitamines, neuroleptiques, travaillez moins. 2 mois après nous le revoyons, guéri, et nanti d'une simple 4 CV d'occasion, page 30. Le travail joue un rôle dans la décompensation de Paul, et par exception ce rôle est reconnu dans son intrication avec la problématique amoureuse. Tous les polisseurs en état de surcharge ne sont pas obsédés par l'idée de tuer leur femme. On comprend que le psychiatre n'ait pas jugé les neuroleptiques superflus. Le cas Paul ouvre cependant sur une critique des cadences d'un point de vue psychopathologique. Il est donc possible, sous certaines conditions, de prendre en compte la subjectivité sans dissocier l'histoire singulière de la souffrance dans le travail. Mais cela pose la question du cadre thérapeutique pour élaborer la souffrance individuelle. Or, ce cadre n'est pas facile à constituer, comme en témoignent les consultations pluridisciplinaires, telles qu'elles se sont mises en place pour accueillir les harcelés du travail. L'individu peut s'y adresser à la fois à des juristes, des médecins du travail et des psychologues. Le risque dans ce contexte, c'est que la personne construise le récit de ce qui lui est arrivé, non pas pour le comprendre, mais pour se constituer en victime et donner à ce récit la forme adéquate censée lui permettre d'obtenir une réparation juridique. La personne devra alors fournir les preuves qu'elle a été harcelée, ou qu'elle a subi un management pathogène. Or, sur le plan thérapeutique, il semble qu'il soit plus important pour les personnes de réfléchir à ce qu'elles font plutôt qu'à ce qu'on leur fait. Lise Guignard donne l'exemple d'une secrétaire qui se plaint d'être depuis peu harcelée par son patron, Guignard 2009. En l'interrogeant sur son propre travail, il apparaît qu'une nouvelle procédure implique désormais qu'elle codifie les activités de ce dernier dans un programme informatique à visée gestionnaire. Ce qui a changé donc,
c'est qu'elle est devenue l'outil du contrôle de son travail à lui. On comprend mieux que la mauvaise humeur de ce monsieur, réputé de tout temps caractériel, mais jusqu'alors seulement avec les autres, se reverse désormais copieusement sur elle. Ah, ce n'est que ça, dit-elle. Elle peut retourner travailler maintenant qu'elle a compris ce qui se passe. Étant actrice de la situation et participant à la construire, elle peut également penser et agir d'une autre façon, percevoir les transformations de la relation avec son patron dans un registre moins émotionnel et plus organisationnel. Ce qui importe est la restauration de son agentivité, ou pouvoir d'agir. À l'inverse, se constituer en tant que victime, c'est prendre le risque d'une perte de puissance palliée par l'action des autres, les juristes, les psychologues, les médecins du travail. Or, ces derniers n'ont souvent pas d'autre marge de manœuvre que la mise en inaptitude, et l'expérience montre que c'est alors eux qui bien souvent finissent par avoir aussi un problème de souffrance éthique. À moins qu'ils ne s'en défendent en constituant une nosographie de combat avant tout orientée par le souci qu'elle soit aisément traductible en droit. Ainsi la dépression professionnelle réactionnelle fait-elle totalement l'impasse sur la dimension endogène des dépressions, ce qui tend à simplifier outre mesure les problématiques psychopathologiques soulevées par l'étiologie mixte des dépressions et des suicides. Dire que le travail ne peut être envisagé comme facteur direct et essentiel d'une dépression ou d'un suicide, mais qu'il faut plutôt se demander pourquoi, sachant que le travail peut s'avérer un formidable allié de la santé mentale, celui-ci n'a pas permis de conjurer la maladie, rend sans doute les choses beaucoup plus compliquées du point de vue de l'action. C'est un fait. De même que l'épidémiologie bien faite ne peut se réduire à une poignée d'indicateurs, la clinique complique tout. Prenons un dernier exemple, celui de la reconnaissance du travail. Le modèle épidémiologique de Sigrist identifie les conditions pathogènes comme étant celles qui associent des efforts élevés à une faible récompense. Le sujet a le sentiment de ne pas voir ses efforts payés en retour. Sigrist, 1996. Un film et un livre ont récemment été consacrés à Séraphine de Senlis, une employée domestique qui produisit une œuvre picturale impressionnante, des années durant dans la solitude et sans avoir jamais appris ni la peinture ni l'histoire de l'art. Séraphine fait des ménages le jour et peint la nuit. Au moment où Séraphine produit sans relâche, sa vie psychique se maintient, écrit Françoise Cloarec. Dans un premier temps, elle peint en dehors de toute reconnaissance, puis vient la reconnaissance par UHDE, un collectionneur d'art dont par pur hasard Séraphine fut la femme de ménage. Du jour où elle gagne de l'argent, où elle sait qu'elle a du succès, elle devient de plus en plus étrange, Cloarec, 2008. Délirante, elle est internée à l'hospice de Clermont où elle finira sa vie en 1942 partageant le sort poignant de 40 000 victimes de carence dans les hôpitaux psychiatriques durant la Seconde Guerre mondiale. Pour Séraphine qui a toujours imaginé qu'elle serait le plus grand peintre, la consécration est insupportable. Sans doute la reconnaissance d'elle en tant que peintre a-t-elle amplifié un délire existant déjà. Néanmoins le soutien de UHDE a permis que Séraphine tienne. Elle est au mieux de sa vie psychique lorsqu'elle est dans une place, servante, puis dans une autre, peintre reconnu par UHDE. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.